Hello guys, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller dans la jeunesse de... On sait qu'on parle de l'histoire de Diddy. On voit plein de personnes qui exposent, des vidéos qui sortent, des photos qui ressortent. Mais moi, j'ai décidé d'aller un peu dans l'inspiration, le mentor de Diddy. Parce que jusqu'à nouvel ordre et même jusqu'à maintenant, c'est encore son mentor. C'est encore quelqu'un qui l'a coaché. Quand je dis mentor, qui l'a coaché de près et qui est encore très influent dans ce qu'il fait et qui, en tombant, qui a accès à tout ce qu'il a. Parce qu'il a vraiment co-signé Diddy. Et on va regarder cette personne-là du nom de Clive Davis. Quand je vous dis Clive Davis, je pense qu'on peut déjà l'associer à beaucoup d'artistes, dont l'artiste, la regrettée Whitney Houston. Donc, on sait qui elle est, on sait qu'elle était dans les protégés de Clive Davis. Et on sait aussi qu'est-ce qui s'est passé avec Whitney Houston. Quand elle a commencé la musique, elle arrivait toute jeune, toute fraîche. L'industrie l'ont utilisée, ont créé une dépendance chez elle. Et suite à ça, elle est décédée de cette dépendance. On va y aller là. Donc on y va, on s'installe, on regarde un peu plus sur le Clive Davis en question. A lot of people are curious about the status of P. Diddy. P. Diddy. Diddy. What do you make of that situation? Right. No comment from Clive Davis on P. Diddy. Mr. Davis, you're a major influence on the career of P. Diddy. Have you spoken to him since the federal raid? Have you spoken to Sean Combs? Any comment, Mr. Davis? Any comments about Diddy? He credits you as one of his mentors. Et donc, Clive Davis est né son nom complet, c'est Clive J. Davis. Il est né le 4 avril 1932, donc actuellement il a 92 ans. Il est né à New York. Il est né aussi, il était dans les quartiers de Crown Egg à Brooklyn. Donc, dans les bons Brooklyn, quand même les quartiers, la classe bien correcte à Brooklyn. Lui, il est reconnu pour être producteur de musique, réalisateur artistique et sa vraie base, ses études, il est avocat. Avocat dans les champs annexes. Donc ça, c'est déjà son petit profil comme ça. On regarde un petit peu dans sa carrière de 1967 et 1973. C'est lui qui présidait Columbia Records. En 1975, il fonde Arista avec Barry Manilow. Et c'est à partir de cette période qu'il a signé Whitney Houston en 1975. Donc, elle était enfant star. En 2000, il a fondé G Records. Et dans cette période aussi, il dirige la branche américaine de BMG Label Group. Il a remporté 4 Grammys Awards comme producteur, 1 Grammys Trustee Awards. Il figure dans le Rock and Roll Hall of Fame, donc comme symbole, comme on peut voir dans la musique, dans l'industrie, qu'est-ce qu'il était. Donc il a figuré dans le tout. Là maintenant, on va aller un petit peu voir aussi sa jeunesse, j'ai dit jeunesse, sa jeunesse, oui, c'est un jeu de mots, mais c'est sa jeunesse. Il a étudié à Erasmus Hall High School, et ensuite il a été admis à Arista, dans l'Honor Society. Donc, il était déjà dans les sociétés. Déjà, comme vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de tranches dans certaines personnes sélectes qui se retrouvent. Il a bénéficié d'une bourse d'études pour étudier à l'Université de New York. Et la seconde année de sa bourse, donc on peut imaginer dans cette période, il était quand même dans ses débuts vingtaine, sa mère est morte à 47 ans. Un an plus tard, c'est son père qui meurt. Donc, la seconde année, il perd sa mère. La troisième année, il perd son père. Et suite à ça, Clive, il était toujours étudiant et tout.
Donc, ses deux parents sont morts. Il a pris ses affaires, il est allé s'installer. C'est sa grande sœur, Sina, qui habitait dans Queens, un quartier, une zone de New York. En 1956, il est diplômé de la faculté de droit de Harvard. OK. Donc, dans cette même année, il a épousé Hélène Cohen, qui est actuellement encore sa femme. En 1958, il a été recruté au cabinet Rosenman Cohen. Je sais pas, je pense pas qu'on est relié. Mais il a été recruté dans quand même un gros cabinet réputé. Donc, on peut voir qu'il était ambitieux et tout. Et dans ce cabinet, ses clients du label discographique de CBS Records. À partir, donc, il a été recruté. C'était ses clients. En 1960, donc 2 ans plus tard, il est l'assistant de Harvey Chen, qui est directeur juridique de Columbia Records, une filiale de CBS. En 1965, vice-président administratif, il succède Godard Lieberson, et c'est une branche musique du réseau CBS. En 1967, il avait assisté au festival de pop de Monterey. Et actuellement, dans la période, la musique, il prenait pas au sérieux la catégorie pop et rock et tout ça. Mais lui, quand il assistait à ce festival, il a eu une révélation. Il s'est dit, ah, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, j'ai l'instinct. Il était un homme de vision. Et il est toujours, j'imagine, un homme de vision, mais c'est ça qui l'a démarqué comme homme d'affaires. Et c'est donc, suite à ce festival de pop de Monterey, en 1965, qu'il a signé Big Brother et aussi le groupe de Holding Company. De Holding Company, en parenthèse, c'est comme une grosse compagnie avec plein de petits artistes, un groupe avec plein de petits artistes. Il y a Janis Joplin dedans et The Electronic Flag, qui ont quand même refait ça pour... En prenant ces personnes-là, cet accent-là, ben il a fait son nom, il s'est placé comme quelqu'un qui prend des décisions futuristes, visionnaires. Donc, on continue de 67 à 73. Jusqu'à 73, il y a eu, sous son nom, Pink Floyd, Aerosmith, Earth, Wind and Fire. Donc, ça devient 25% du marché. Donc, le rock, la pop et le rock, c'est comme que le monde ne croyait pas en ça au début, dans le côté américain, l'industrie américaine de la musique. Et lui est venu s'imposer dedans, donc il est venu vraiment prendre sa place. Et à partir de ce moment, en 73, il reçoit des offres de Elektra et Warner Music qui voulaient, tu sais, comme qui voulaient travailler avec lui, comme qu'ils ont dit, ah, il y a quelque chose. On t'offre, viens travailler avec nous, tu sais, viens amener ta vision chez nous. Quand il voit qu'est-ce que ton potentiel, il vient te chercher. Par contre, il avait décidé de rester chez CBS. Donc, on peut comprendre de son début, comme je vous ai dit, il était déjà avec CBS. Et surtout que CBS l'avait donné une augmentation de salaire. On regarde pas, le montant n'est pas mentionné, mais à l'époque de 1973, c'était très considérable. Peut-être l'argent de 73, qu'est-ce que ça vaut maintenant? Il y a une différence, mais à l'époque, c'était un très gros montant pour imaginer qu'il était une grosse pointure dans l'industrie. Et il y a un événement qui est arrivé en 72. Arthur R. Taylor, il a été nommé en tête de CBS. Et lui, il aimait pas les normes parce que Clive Davis, il avait déjà, tu sais, on parle des freak-off party, où il y avait certains rituels, initiations, certains artistes pour arriver à être signés de son côté, il les faisait faire des choses. Donc, on entendait déjà parler de ça à l'époque, mais nous, on n'était pas nés, on savait pas, bien entendu. Donc, mais lui, quand Arthur Taylor est arrivé, il entendait parler de toutes les mœurs qui se faisaient, les rituels, et c'était tout associé à Clive Davis. Donc, il commençait à le mettre sur enquête, il aimait pas ça. Il disait, lui, ils sont pas bons, cet homme-là. Cet homme-là, ils sont pas bons. Donc, il sortait les comptes parce que quand on veut renvoyer quelqu'un qui est au top, qui est au pouvoir, qui est dans une hiérarchie considérable, ils doivent chercher les fautes, monter des dossiers sur toi. La même façon qu'on regarde une petite parenthèse de dossier Diddy, avant de pouvoir penser à l'arrestation, ils doivent accumuler les preuves et ensuite ils peuvent aller faire l'arrestation. S'ils allaient faire l'arrestation comme ça aurait été en vain. Mais c'est ça qu'ils ont fait avec Clive Davis à l'époque en 72.
Et puis, ils ont pu justifier justement plusieurs dépenses qui avaient été faites au nom de la CBS, mais qui n'étaient pas justifiables. Donc, c'était une faute. En 1975, il a été inculpé fraude fiscale. Donc, de 1972, les enquêtes ont commencé. En 1975, il est inculpé de fraude fiscale. Il plaide coupable d'un délit sur 6. On l'avait reproché 6 délits. Actuellement, Diddy en a 9. Lui, à l'époque, on l'avait reproché de 6. Sur les 6, il a plaidé coupable sur un seul concernant les fraudes fiscales. Il a eu une peine de prison avec sursis, plus 10 000 $ d'amende. Mais à l'époque, 10 000 $, c'était beaucoup. Maintenant, peut-être que si ça aurait été une peine aujourd'hui, il aurait probablement eu 10 millions. Parce que la valeur de l'argent à l'époque de nos grands-parents, c'est différent. Et quelques temps plus tard, après tout ça, CBS, ils ont fait un accord négocié hors tribunal. Donc, il a eu comme un accord qui a été fait. J'imagine qu'il avait quand même beaucoup de ressources à l'époque. Parce que lui, dites-vous, c'est le mentor de Diddy. Donc, lui, les freak-off parties, les affaires d'avoir des choses sur les gens qui l'entouraient pour pouvoir les faire un petit peu de chantage, c'était sa source. D'utiliser des produits pour rendre ces gens qui travaillent pour lui dépendants. Tout ça, il le faisait déjà. C'est lui le leader là, de tout ça. Donc, on fait un retour, on y va en 1974. Il reçoit une offre de la direction d'être dans la direction de Bell Records. Bell Records qui l'a rebaptisé Arista Records. Donc, Arista, qu'on voit qu'un label, un très grand label, à la base, son nom, c'était Bell Records. Et dans ce moment-là, il a conservé une demi-douzaine d'artistes seulement, dont Barry Manilow, Patti Smith, Eric Carmen, des personnes dans le temps. Et dans les années 2000, Arista l'ont forcé à nommer un successeur à cause qu'on peut imaginer il était âgé, il commençait déjà à être âgé. C'est quand même triste cette partie-là. Donc, ils ont dit qu'il a dépassé l'âge limite. Donc, il y a un certain âge que tu peux être au pouvoir ou gérer les choses. Ils ont dit, toi, tu as dépassé l'âge. Comme, tu dois nommer quelqu'un. Tu peux plus faire la job que tu faisais. Comme la technologie est arrivée, toi, tu es toujours là. Et puis, tu veux pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu veux pas crever comme limite. C'est limite ça qu'on l'a dit. Il a été remplacé par Antonio L.A. Reid. Et puis, on sait, Antonio L.A. Reid est très, LA pour Los Angeles un peu, mais il est très reconnu dans le milieu, comme on pense à des Toni Braxton, plein d'artistes de genre, mais il est très présent aussi, c'est une grosse tête. Et il y a eu une éviction parmi les artistes. Ils ont commencé à déclasser beaucoup d'artistes. BMG Entertainment, la compagnie BMG, ils ont investi 150 millions à son nouveau label. C'est à partir de là quand il a été comme remplacé parce que Arista, on dit qu'il était trop vieux, donc on l'a remplacé par Antonio L.A. Reid. Donc lui, il a créé son nouveau label, G Records, et il a eu un investissement comme BMG. BMG qui ont décidé d'investir 150 millions. Ça veut dire qu'il était quand même au top, il avait quand même de quoi. Et c'est dans son label G Records qu'il a eu Alicia Keys, c'est là qu'elle a sorti son premier album, Sun in a Mirror. Elle a gagné à cette époque, en 2002, 5 Grammys, donc ça l'a aidé beaucoup. En 2002 aussi, il est CEO, il devient le CEO de la branche américaine BMG et BMG Label Group jusqu'en 2008. On fait un petit arrêt, guys. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2000, Arista l'ont déclassé à cause qu'ils le considéraient trop vieux pour gérer leur entreprise en disant « Tu dois laisser la place à quelqu'un d'autre, t'es trop vieux. Tu n'es plus à la mode. You can't make it. Tu peux plus le faire. » Et puis, il y a eu un retournement de situation. Et en 2002, à partir de 2000, il lance son propre label, G Records, et de son label, on le disait trop vieux, mais malgré qu'on le disait trop vieux, il s'est relancé à nouveau. Et puis, jusqu'en 2002, on voit arriver Alicia Keys, il sort son premier album.
qui gagne 5 Grammys. Est-ce que vous voyez des fois quelqu'un vous mettre un facteur temps? Toi, t'es trop vieux pour faire quelque chose, t'es trop vieux pour être ci, et la vie te dit non. Détermination. Il aurait pu s'arrêter là. Il a continué. Et là, il est jusqu'en 2008, il était toujours en tête de BMG. On peut imaginer toute la période. Il était en tête de BMG. En 2013, il sort son autobiographie, The Soundtrack of My Life. Et c'est dans cette autobiographie, il parle un petit peu de tout. Il a quand même exposé les freak-off parties parce qu'il les faisait. Il a parlé du moment, l'expérience avec Whitney Houston et de beaucoup d'autres artistes. Certains rituels qu'il faisait, mais c'est sûr, il disait peut-être pas le terme rituel, mais certaines initiations ou certains contrôles qu'il faisait. Et quand on regarde comment il décrit le tout, la fête aussi, il savait qu'il devait nourrir les gens avec la fête, les rendre assoiffés, dépendants de ce qu'il les offrait, les rendre vulnérables du succès, parce que les gens qui venaient vers lui, ils voulaient tous avoir du succès, et il était un peu la clé pour les donner le succès, donc il avait un pouvoir dans l'industrie complet. Et aussi, la partie du livre qui a attiré l'attention, il a parlé de sa bisexualité, donc il a dit que il aime autant il est toujours avec sa femme, ils sont pas divorcés, et il aime autant les hommes. Et c'est là maintenant, il y a beaucoup de liens qui sont venus, beaucoup de bouts d'entrevues, beaucoup de personnes déjà dans les années 2013, peut-être on n'a pas porté attention à ça, maintenant tout revient, mais qui laissaient entendre, il y a des entrevues qui disaient que dans les proches de Didi à ce moment avait comme été son... Tu sais, on a toujours mis le titre, il disait mentor, que Didi disait que c'était son mentor, mais il a entraîné Didi à faire la fête dans le milieu, et lui, Didi, qui arrive comme homme noir, qui a grandi un peu dans les quartiers plus durs. Il n'a pas été dans les quartiers que lui était à New York, mais il était dans les quartiers, il a dit que toi aussi tu peux dominer et je vais t'aider. Voici la formule que moi j'ai faite pour réussir. Et Didi a pris note, il a fait la formule. Et on sait qu'est-ce que Didi est devenu. Donc oui, en tant que tel, quand on sait ça, on comprend que il a été coaché quelque part. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent si c'est fait prendre parce qu'il était bête, Didi. Non. C'est parce que c'est comme ça dans la vie. Autant que tu montes, ils t'utilisent comme les Clive Davis, les gens avant, autour de Clive Davis, on voit c'est des grandes industries qui l'ont utilisé. Clive Davis avait à sa disposition Didi pour se rapprocher de la communauté noire, qui sont très consommateurs, parce que on est des consommateurs. Et Didi était la porte ouverte pour nous ouvrir ça. Aller chercher des artistes dans son coin, il était familier, il venait avec le Black Excellence, il avait ses alliés, ses associés tels que les Jay-Z, les Nas, les gens passent. C'est ça. Et on continue avec lui. Lui, il a 4 enfants. Il a Lauren Davis, qui est née en 1962. Elle a 62 ans actuellement. C'est une grande femme, c'est une grande dame. Il y a Mitchell Davis, qui est né en 1970, qui a 54 ans. Fred Davis, 1959. Il est né en 1959, 65 ans. Le plus jeune, c'est lui qui a plus pris les traits de son père et qui a le même parcours que son père. C'est Doug Davis. Donc, ça, on fait le truc. Pour les 3 autres enfants, si je ne mentionne pas plus sur eux, c'est parce qu'ils font leur vie, là. Ils sont riches, des enfants riches, ils sont dans leur vie. Ils ont quand même, leur père les a pas laissés à la famille, donc on comprend ils font leur vie, chacun, ils sont mariés, ils ont à l'âge qu'ils sont aussi, ils sont même à l'âge de la retraite eux-mêmes, donc ils font leur truc, on les entend pas. Mais le dernier, c'est Doug Davis, il est né le 6 mars 1974, il a 50 ans, et lui, il est un avocat dans le divertissement, l'entertainment, et puis il a le même profil que son père aussi. Et il fait aussi, il fait les record artists, donc producteur. Il est aussi un producteur dans le milieu. Donc c'est Doug Davis, qui est comme sa relève directe, son plus jeune. Donc Doug, en plus, il a 50 ans. Donc quand des fois les femmes cherchent des tontons, mais il est là. Donc quand il y avait les Freak of Party, il était aussi invité. C'est sûr que Clive, il organisait ces Freak Off Party, il a donné les clés, il a pris sur son aile Didi pour lui montrer les Freak Off Party, guys. Et maintenant, on va dans une autre partie pour regarder les liens justement avec Didi, Clive. Donc, les liens de Clive et Didi,
Clive, il est le cofondateur de Bad Boy. Tu sais, Bad Boy Records. Moi, je sais pas pour vous, dites-moi le rendu là, soyez honnête. Est-ce que vous savez, c'est Clive Davis qui était le cofondateur. C'est-à-dire, il arrive que de quoi Diddy et tout, Clive Davis, il reprend toute possession et il va le distribuer là où il doit distribuer. Tous les catalogues qu'il a gardés, Diddy, c'est pas pour rien. Les décisions quand il traitait ces artistes comme il les traitait, il les payait pas, il les traitait de la façon, ce n'est pas pour rien qu'il le faisait. Tout va aussi, Clive, il reprend tout. Donc Diddy, c'est comme, même si c'est lui, on le met comme fondateur de Bad Boy, mais lui étant le cofondateur et étant la clé, le mentor, il est très puissant autour de Diddy. Et aussi, on dit de lui, il est largement responsable de l'ascension au pouvoir de Diddy. Parce que vous pensez réellement que Diddy tout seul qui arrive comme le gars de New York, le afro-américain de New York, il va frapper aux portes, et moi je veux faire ci, et puis Bad Boy est associé à Arista, et puis il dit, moi je veux faire ci, je veux faire ça, on va le laisser. Est-ce que vous pensez qu'on va laisser rentrer à certaines tables sans qu'il a quelqu'un qui l'accompagne? Donc, c'est pour ça le rôle, on les met comme mentor, mais on peut mettre d'autres termes. Surtout, on sait comment Clive il fonctionne, et on a vu comment Diddy par derrière il fonctionne aussi. Et le jeu de mots par derrière, c'est juste que c'est venu comme ça. Et peut-être ce jeu de mots révélateur, bref, on ne sait pas. Mais il y a ça. Donc en janvier 2020, Diddy il a accepté le Industry Icon Awards, qui, vous savez, dans les Grammys, parce que l'histoire des Grammys, où ce qu'on voit beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes, même des artistes afrobeats, beaucoup de types d'artistes, pour recevoir un Grammys, ils doivent passer par Diddy, dans le côté afro. Mais Clive Davis, il est très responsable de gérer de sélectionner qui va recevoir quoi que ce soit. Donc là maintenant, justement, donc en janvier 2020, il a reçu pour le Pre-Grammys Gala qui est organisé par Clive Davis. Comme par hasard, tu sais, le petit protégé, il est récompensé en janvier 2020. Et puis, on parle de Suge parce que Suge Knight, il a du temps de regarder tout ce qui se passe et il était dans l'industrie. Suge, là, c'est intéressant pour lui. Il a commencé comme bodyguard, comme gardien de sécurité, très fort. Même pas, il a commencé comme bagarreur de rue. Je pense qu'il était lutteur ou quelque chose comme ça. Il est devenu, avec toute la force qu'il avait, on l'a tout de suite rapidement pris comme gardien de sécurité, comme sécurité, bodyguard. De sécurité à bodyguard, il s'occupait de certaines personnes influentes contre l'argent. De là, il voyait comme bodyguard, comme gardien de sécurité, comme sécurité, il voyait un petit peu, les sécurités là, qui surveillent les artistes, les personnalités, peu importe le milieu, il voit des choses qui se passent. Et lui, il était dans le milieu avec les gros yeux partout. Il a pu créer son label Death Flow, et puis on sait qui il est, Suge. Rappelez-le-moi, mais je ferai peut-être une vidéo sur Suge complètement, parce que lui aussi, c'est intéressant à savoir. Et lui, il disait que quand il avait fait une sorte d'entrevue avec Jimmy Iovine, et Jimmy l'avait confié que Diddy et Clive Davis étaient des amoureux. Eux autres sont un couple. Ah, vous les voyez là, c'est pas son mentor comme vous pensez. Diddy, c'est le petit amoureux c'est l'amoureux là, c'est le petit chéri de Clive. Gna, 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 gna. Et puis... Et c'est sûr que ce genre de révélation-là, c'était fait aussi pour le cas de Russell Simmons et André Harpel. André Harpel est regretté, il est décédé depuis des années. Il était Uptown Record, l'exécutif de Uptown Record. Je fais une parenthèse. Uptown, c'est quoi? C'était le label le label avant d'être Bad Boy Records, c'était le Uptown, où il y avait André Harpel, qui était le patron de Kim Porter. Tu sais, il y a tous les liens qui sont faits. Et dont les personnes exécutives, il y avait plusieurs hommes noirs qui étaient dans ce label-là de Uptown Records. Il y avait André Harpel qui était le big boss, et puis qui était le patron de Kim Porter. Kim Porter était son assistante. Et puis, il y avait le premier mari de Kim, le père de son premier fils, Quincy, Albee, qui travaillait aussi, qui était exécutif. Il y avait Diddy et tout ça. Beaucoup de ces personnes du Uptown... comme par hasard, des oiseaux sont venus, ils sont décédés. Les survivants
c'est Albi. Finalement, les survivants, c'est Albi et Didi. Dans Uptown Records, c'est Albi et Didi. Là, Didi, on le voit, après 25 ans de terreur ou de règne, décidez quel mot vous voulez, il se retrouve en prison. Albi, il a eu plein d'accidents qui lui sont arrivés, qu'il sortait comme ça, et puis là, le sel lui tombait sur la tête. Il a survécu plusieurs fois. À un moment, il devait se cacher. Et on sait pour Kim Porter, qui était survivante récemment, qui n'était plus. Avant même que sa mort soit planifiée, quoi que ce soit, elle n'était pas malade. Ou ce qu'on disait qu'on planifiait sa mort, il y avait quelqu'un qui avait déjà commandé un cercueil en or pour elle. Didi, oui. Donc, Didi avait déjà prémédité. Moi, là, je vais faire un cadeau, ma chérie, je te commande ton cercueil. En or. Bébé, tu vas bling-bling dans ton cercueil. Alors que tu es en santé. Et moi, je vous dis, là, ayez des partenaires qui sont prévisibles comme ça. Ou peut-être pas. Là. Non, peut-être pas. Et puis aussi, pendant la période des allégations que Didi recevait, les plaintes qui sortaient, Casey qui était venue, Casey c'était l'élément déclencheur. Mais il y avait déjà plein de plaintes, mais quand elle est venue très forte, sachant que sa plainte est venue très forte, sachant il y a les faits qui peuvent la baquer. Toutes les allégations qui commençaient à venir, il commençait même, Didi il y avait eu les invasions chez lui. Techniquement, avec toute cette bad presse que Didi avait eue, il aurait dû être blacklisté complètement de Hollywood. Plus personne ne devait le parler. Mais Clive Davis, c'est son petit poulain, c'est son petit chouchou, là. Je t'aime bien, toi, là. Toi, t'étais mon bon élève. Il continuait, quand il faisait les pré-galas avec les personnes russes, personnalités, on voyait Didi qui était là quand même, il essayait de prendre des photos, il essayait de sauver sa face un peu, dire « Ih !» Et puis souvent Clive disait « T'inquiète mon petit poussin, je suis là pour toi, mon bébé, je suis là, hein. Même si tonton Clive, ton bébé, daddy Clive est là. » Mais tu sais, là, il a 92 ans, il y a quand même un grand écart d'âge, 92 ans, et Didi a 54 ans. Donc, en effet, ça fait un bel écart, une belle différence d'âge. C'est sûr, j'imagine, là, l'amour n'a pas de limite. Mais ça fait une belle petite différence. Donc, 38 ans d'écart. Mais en même temps, il y a beaucoup de femmes de jeunes femmes qui étaient avec des hommes très vieux. Et puis lui, en 2013, Clive, il a admis sa bisexualité. Il a dit que, et puis le problème de 2013, c'est que c'est très dommage, c'est que le monde a beaucoup de discrimination d'aimer, que quelqu'un peut aimer les deux genres et que c'est son combat, c'est ça. C'est le regret qu'il a de la société un peu. C'est son regret de la société que ça devrait être normal. Et j'en profite d'ajouter, beaucoup de personnes, ils prennent la cause de Didi pour regarder le fait qu'il avait des relations avec d'autres hommes. Mais c'est pas ça le débat, parce que s'il a eu des relations avec d'autres hommes consentis, c'est pas pour ça qu'il est en prison. C'est rien, là. Les histoires, le monde dit « Ah, il avait plein de lubrifiants, il faisait plein de jeux. » Les hommes, là, qui étaient consentis, qui acceptaient d'avoir, comme que ce soit les mecs mâles, que ce soit tout ça, ils ont accepté de se prêter à son jeu parce que les autres, ils se sont dit que ça valait le coup pour être célèbre. Parce qu'il y en a, des fois, pour être célèbre, pour vendre, ils décident de faire ce qu'ils doivent faire. Mais où est-ce que on attend Didi, c'est pour les gens qui n'étaient pas consentis. On pense aux jeunes qu'il venait prendre, comme les Justin Bieber, même si on ne doit pas encore le dire, parce que mais Justin a beaucoup exposé que l'industrie l'a fait mal, les fêtes chez le Didi, les freak-off parties de chez Didi. On sait qu'Usher, sa mère l'avait aussi livré, il avait comme 12-13 ans quand il était livré chez Didi. Qu'est-ce qu'un grand homme comme ça va faire avec des petits-enfants? Oui, c'est sûr que je peux comprendre d'un côté que Didi lui-même, il était très jeune quand il s'est retrouvé face à Clive Davis, qui avait déjà du pouvoir et tout. Et puis j'imagine qu'arrivé jeune influençable, il a soif de réussir, il a soif d'être un homme influent pour la communauté noire, de montrer que je suis un boss moi aussi. Donc il a fait tout ce qu'il devait faire. Et sûrement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Le fait que lui-même, il a fait ce qu'il se disait qu'il devait faire pour y arriver. Il s'est dit que mais les autres aussi doivent faire. Si les autres veulent réussir aussi, mais ils vont faire aussi ce que j'ai fait. La route du succès vient pas sans donner quelque chose en retour. C'est un petit peu l'effet domino. Donc, c'est pour ça que je tenais à aller dans le côté de Clive. Monsieur Clive Davis, regardez lui et regardez, comprendre qui a influencé Didi.
J'espère que vous avez compris ce côté, ce sens-là. Mais je vous laisse sur ça, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et est-ce que vous êtes au courant de tout Clive Davis et le rapport Clive Davis et Diddy? Oui, on savait que Clive était quand même très présent, très un mentor, comme un professeur pour Diddy, mais je n'étais pas au courant même qu'il était cofondateur. Et je sais que quand il y a eu ces accusations, Diddy a vendu beaucoup de ses entreprises, Revolt et tout. Là, je commence à me dire, surveillez les noms, mettez-vous des signets, prenez des notes aussi, surveillez les noms. Doug Davis, qui est le fils, les enfants de Clive, surveillez pour voir si leurs noms vont apparaître dans les anciennes possessions de Bad Boy Record ou de Diddy même, ou des maisons comme par hasard. Parce que si c'est fort possible, je sais pas, surprise. Donc, je laisse sur ce. Et c'est pas, encore une fois, je sais qu'il y a des commentaires, le monde dit, ah, nous les noirs, on veut trop voir un homme noir tomber. Mais c'est pas qu'on veut voir un homme noir tomber, mais il faut comprendre que il y a beaucoup de noirs qui sont prêts à vendre leur communauté pour leur propre ego personnel. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive à Diddy? On peut pas maintenant juste décider de dire, oh, on va le défendre parce que c'est un noir, on veut pas le voir tomber. Lui, quand il a décidé de suivre Clive Davis et de faire son propre, de créer de créer son monde sur la formule de Clive Davis, c'était aux dépens des talents noirs, aux dépens de sa communauté. Là maintenant, pourquoi maintenant qu'il est en train de tomber, on doit comme commencer à avoir plus de compassion pour lui et on ne peut pas l'exposer. On va foncer sur cette réflexion. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys.